Cette convention démocrate s'est ouverte avec une assourdissante ovation pour Joe Biden, le président américain qui, vous le savez, a renoncé à se représenter, mais qui a eu droit à ce qui ressemblait à une très fervente cérémonie d'adieu. Voilà pour cette ovation qui n'en a pas fini. Et si vous n'avez pas suivi évidemment cette convention la nuit dernière, les temps forts, c'est maintenant, on en parle juste après. Et c'est un reportage de Noah Bergo avec Anaïs Girard. Joe Biden en larmes pour son entrée sur scène aux côtés de sa fille. Le tout face à des milliers de partisans qui l'acclament ici, à Chicago. Entre les pleurs et les cris, des slogans entonnés en chœur pendant plusieurs minutes. Il y a un mois, c'est lui qui devait recevoir l'investiture de son parti. Mais aujourd'hui, il cède sa place à son actuelle vice-présidente, Kamala Harris. Choisir Kamala a été la toute première décision que j'ai prise lorsque je suis devenu candidat. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma carrière. Et Joe Biden ne tarit pas d'éloges sur la nouvelle candidate, pour l'instant en tête dans les sondages. Kamala est coriace, elle est expérimentée et elle est très très honnête. Sans oublier quelques piques lancées à son rival, Donald Trump. Il dit que nous sommes en train de perdre, c'est lui le loser, il a tout faux. Nous mettrons une procureure dans le bureau ovale à la place d'un repris de justice. Ce discours intervient à un moment important de la campagne, à quelques mois des élections. Il a passé pour de bon le flambeau à son actuelle vice-présidente. Un discours de près d'une heure qui s'est terminé par des embrassades, des étreintes entre Joe Biden, Jill Biden, Kamala Harris et son époux Doug Emhoff. La convention démocrate se poursuit jusqu'à jeudi. Ce soir, ce sera au tour de l'ancien président Barack Obama de prendre la parole. Spectaculaire rebond, Catherine Gentil, on se souvenait de ces images d'un Joe Biden totalement défait, abattu après ce calamiteux débat contre Donald Trump. Et là, il est apparu pleinement requinqué et tout à fait apte à passer le flambeau à Kamala Harris. Mais d'ailleurs, on se dit que s'il avait été comme ça le 27 juin lors du débat face à Donald Trump, ce serait peut-être lui qui serait investi aujourd'hui. Mais c'est sûr que maintenant, ce qui lui tient à cœur à Joe Biden, c'est de réussir sa sortie. C'est-à-dire à la fois, on en a parlé sur la scène internationale il y a quelques minutes concernant le Proche-Orient, mais c'est aussi faire en sorte que Kamala Harris soit élue. Parce que, évidemment, si ça ne devait pas être le cas, on pourrait lui reprocher de ne pas s'être retirée suffisamment tôt, de ne pas l'avoir suffisamment mise en lumière durant les années où elle était vice-présidente et pas candidate démocrate. Donc l'enjeu pour Joe Biden, c'est aussi de prouver, parce qu'il a passé effectivement le relais à Kamala Harris, mais il est président jusqu'au mois de janvier. Donc c'était aussi important qu'il prouve qu'il avait les capacités mentales, physiques de rester au pouvoir. Parce que pour les 6 mois qui restent, c'est lui le président de la première puissance mondiale. Donc c'était un double message important. C'était évidemment prouver qu'il était à 100% derrière Kamala Harris, que c'était pas faute de mieux, que finalement il s'était désisté et qu'il lui avait laissé la place, mais que c'était aussi quand même toujours le président des États-Unis et qu'il n'allait pas être complètement effacé dans les mois qui viennent. Olivier Piton, vous avez suivi très attentivement cette convention. Mission accomplie pour Joe Biden dans ce passage de témoin, ce passage de flambeau? Oui, c'était une séquence assez nostalgique parce qu'en fait, c'est le monde d'avant qui s'en va.
On a eu le discours effectivement de Joe Biden, vous l'avez rappelé, particulièrement en forme. On a eu aussi le discours d'Hillary Clinton, on a eu aussi les discours des syndicalistes et on connaît les liens entre Joe Biden et le monde syndical aux États-Unis. Et donc on a un petit peu ce sentiment que la première journée, la première soirée de la convention, donc hier, qui doit se dérouler jusqu'à jeudi, était une manière d'abord de rendre hommage à Joe Biden qui n'a jamais pu participer en tant que candidat ni en 2020, ni en 2024, finalement, à se jeter de ballon et à ses cotillons et à cette fête. Donc c'est une sorte d'hommage qui lui est rendu. Et puis ce moment où on va essayer de passer rapidement à autre chose. La journée de mardi, mercredi, évidemment jeudi, seront beaucoup plus axées vis-à-vis de la candidature de Kamala Harris. Et là, on ferme cette parenthèse et on essaye aussi de ne pas trop mêler le bilan de Joe Biden, qui sera forcément aussi l'un des éléments d'une des thématiques de la campagne, notamment du côté des Républicains, avec ce que veut incarner Kamala Harris. Donc voilà, la journée d'hier, c'était la journée nostalgie. Joe Biden a parfaitement fait le job. Maintenant, place à partir d'aujourd'hui à Kamala Harris à 100%. Comment, Nicolas Conquer, les Républicains ont-ils observé cette convention démocrate, ce coup d'envoi en tout cas qui semblait réussi ? Réussi, bon, il y a eu quelques ratés, il y a eu des retards. Joe Biden s'est retrouvé à s'exprimer le premier soir autour de minuit. Certes, derrière l'euphorie, c'est un peu le bal des hypocrites. Il y a tout juste un mois, tous les barons démocrates étaient en train d'exhorter et de faire pression sur Joe Biden pour qu'il retire sa campagne. Et donc, de fait, il a renoncé, il a été mis en retrait. Aujourd'hui, il intervient uniquement le premier jour de cette convention. Et figurez-vous que tout de suite après avoir prononcé son discours, il ne reste pas à la fin de la convention, il part en vacances à l'autre bout des États-Unis, en Californie. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de son soutien ou est-ce qu'il a un peu de toxique, on le met à l'écart. Il dit que Donald Trump est un loser, j'appellerais juste que c'est lui à l'issue d'un débat de 90 minutes qui a été complètement oblitéré. Donc ce serait bien de ne pas avoir une mémoire un peu trop sélective et de rappeler qu'on l'a dit, il y a des crises mondiales en ce moment. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un président en exercice, Biden, qui soit en vacances, ou est-ce qu'il n'a pas mieux à gérer une crise au Moyen-Orient et encore une fois les sujets majeurs qui sont la campagne et de répondre si c'est effectivement le commandant en chef, il doit être à la Maison-Blanche et pas en vacances en Californie. En tout cas, c'est des vacances peut-être de quelques jours sans prendre la défense forcément de Joe Biden, mais on voit que Anthony Blinken, lui, pour évoquer ce que vous disiez, est largement sur le pont pour la situation au Proche-Orient. Sans doute à dessein pour temporiser, pour qu'il n'y ait pas une crise en pleine convention démocrate. Guillaume Lascongarias, votre regard sur cette convention démocrate, coup d'envoi réussi. De manière assez extérieure, je rejoindrai un peu le côté sur le sentiment, à mon avis, qui doit régner, c'est aussi du côté démocrate une forme de soulagement. Parce que quelque part, il se retrouve désormais avec quelque chose qui va maintenant structurer non seulement l'actualité américaine, mais aussi l'actualité du reste du monde. Et c'est vrai que ces élections, elles ont quand même un enjeu, non pas seulement au Proche-Orient, mais aussi sur la continuité de l'affrontement entre l'Ukraine et la Russie, sur la manière de poursuivre les relations qui sont tendues. Et là-dessus, il y a plus de continuité que d'opposition finalement entre les républicains et les démocrates vis-à-vis de la Chine. Donc finalement, pendant les 6 mois qui viennent, d'abord jusqu'aux élections, puis ensuite la période de transition, on va être dans une forme d'attente, dans une forme de questionnement. Et je ne vais pas dire que le monde retient son attente, mais on n'en est quand même pas loin. C'est-à-dire que rarement dans l'histoire du monde, une élection américaine aura eu autant d'enjeux, même si, il faut quand même à la fin le rappeler, les Américains votent d'abord pour eux-mêmes. C'est-à-dire le reste du monde a toujours l'intention de se dire voilà, c'est les Américains et donc nous on aimerait bien. Sauf qu'en fait, à la fin, un électeur américain, il s'inquiète d'abord pour lui. C'est-à-dire que la dimension internationale, même si pour ces élections-là, elle est peut-être plus importante que dans d'autres débats, il faut quand même pas non plus oublier que l'électeur du Kentucky, du Kansas ou même de l'État de New York, il vote d'abord pour ses propres intérêts. Et Joe Biden qui a rappelé hier que c'était important de voter pour la démocratie. On en reparle juste après, on l'écoute. Laissez-moi vous demander, êtes-vous prêt à voter pour la liberté ? Êtes-vous prêt à voter pour la démocratie et pour l'Amérique ? Je vous le demande, êtes-vous prêt à élire Kamala Harris et Tim Walz ?
comprendre donc que Donald Trump est une menace pour la démocratie aux États-Unis. Et on retrouve ces éléments de langage qu'il avait portés, qu'il avait assénés, et qui ont contribué à créer un climat de violence qui, rappelons-le, s'est soldé par une tentative d'assassinat contre Donald Trump. Donc je ne dis pas qu'il y a de cause à effet, mais d'avoir brandi sans cesse ces menaces-là et cette rhétorique qui est délétère, qui n'est pas saine dans un débat démocratique, de dire que l'un serait un ennemi aux institutions. Je rappelle aussi que Joe Biden, il n'est pas exempt d'atteinte sur des décisions de la Cour suprême des États-Unis et qu'il a aussi entravé les institutions américaines. Donc de tomber dans cette rhétorique, c'est délétère et ça permet aussi de masquer le fait qu'ils n'ont pas de programme, de plateforme qui est certes censé être livré aujourd'hui, mais de fait, à ce stade, Kamala Harris et Tim Walz, ils fuient les caméras, ils ne sont pas donnés de conférences de presse ni d'interviews, on n'a toujours pas de programme, donc on attend impatiemment les débats qui vont se dérouler le 10 et le 25 septembre prochain. Catherine Gentil, il faut constamment qu'il y ait comme ça ces tirs du camp républicain vers le camp démocrate où on s'accuse des pires mots. C'est quand même un des problèmes de l'Amérique d'aujourd'hui. C'est la fracture qui existe entre les démocrates et les républicains. D'ailleurs, les républicains sont en train d'essayer de relancer une procédure de destitution contre Joe Biden en disant qu'en fait, c'est pas du tout quelqu'un d'honnête et qu'avec son fils Hunter qui a fait des affaires alors dans le gaz ukrainien, en Chine, etc. C'est vrai que tout ça, il y avait un petit fumet de gens pas forcément très fréquentables autour de lui et que donc Joe Biden aurait participé à tout ça et que c'est quelqu'un de malhonnête. Il y a en gros quasiment 0% de chance pour que ça ait lieu, mais donc même aujourd'hui, à 5 mois de son départ du pouvoir, les républicains essaient de lancer cette procédure de destitution contre Joe Biden qui serait vraiment évidemment une marque épouvantable sur la fin de son mandat. Mais c'est vrai que les démocrates vont beaucoup axer leur campagne sur la démocratie, contre Donald Trump, dont ils considèrent que lui est l'ennemi de la démocratie, qu'il est le responsable de l'attaque contre le Capitole, qu'il est malhonnête pour le coup, puisqu'il a tout un tas de procès qui l'attendent, Donald Trump disant évidemment que c'est une chasse aux sorcières. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est effectivement cette fracture profonde qu'on sent entre les démocrates et les républicains. Et tout l'objectif de Kamala Harris, ça va être de se saisir des indécis, parce que c'est ça qui fera qu'elle pourra être élue ou pas. Et donc, il va falloir réussir à garder une certaine sérénité dans cette campagne où, effectivement, les noms d'oiseaux, quand même, volent très, souvent très d'un côté et d'autre. Oui, voilà. Donc, ça va être, pour elle, ça va être l'enjeu. Si elle veut être élue, il faut qu'elle réussisse à apaiser les choses et donc à aller chercher des républicains modérés qui trouveraient que Donald Trump est trop radical ou des Américains qui, tout simplement, ne voulaient pas aller voter parce qu'ils considéraient que ça ne les concernait plus. Donc, dans cet état d'esprit-là, dans cette atmosphère-là, ça va être quand même un défi assez important à surmonter.